Sud Soir, le journal. 18h sur les ondes de la radio Sud FM. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, la grande édition de Sud Soir dont voici les titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative 2025 avec 130 milliards de francs CFA de recettes en moins. Les projections sont revues à la baisse. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, estime que cette LFR vise à instaurer la transparence et la sincérité budgétaire et s'explique sur la baisse des investissements. De son côté, le député Thierno Alassane Sall pointe du doigt la forte somme destinée au remboursement de la dette évaluée à 42% du budget national. Et puis à Touba, après l'effondrement d'un bâtiment la semaine dernière, les autorités entament une opération de démolition des bâtiments qui menacent ruine ainsi que les constructions jugées non conformes. Et puis la grève de l'entente Sud-Just et ses compagnies tire ainsi un bilan jugé satisfaisant. Vous entendrez leur porte-parole, maître Aya Boun Malki Diop, qui s'explique dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le développement. Malamine Mané. Ce soir, bonsoir à tous et bienvenue à toutes et à tous. Je vous disais en titre, l'Assemblée nationale adopte ainsi le projet de loi de finances rectificative 130 milliards de recettes en moins. Le document revoit ainsi les prévisions initiales de recettes et de dépenses de l'État. Elles sont désormais fixées à près de 4 884,3 milliards contre 5 014 milliards projetés dans la loi de finances initiale 2024. Suivons les précisions du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui s'explique également sur la baisse des investissements. Nous avons travaillé à aligner autant que faire se peut, en attendant d'arriver à la finalisation de ce travail sérieux qui va déboucher sur la mise à jour des projets annuels de performance et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Le budget, vraiment, c'est une méthodologie, une méthode, une technique qui permet après, au moins, quand tu exécutes, si tes objectifs stratégiques sont vraiment alignés à tes actions et activités, qui te permettent d'impact. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Lu tax mu baissé junni lañ am juróom-ñetti téeméer yi financé nañ ko ci ay investissement projet yoo xam ne démarré na ak ay partenaires étrangers. 200 wala ñaar téeméer moo la dese pour sa junni. nga xam ne ñaar téeméer yooyu ci ressources internes yi nga ko mën a lijjante parce que ressources externes yi def nga say convention de financement am ay engagement vis-à-vis des partenaires ba ñu commencé liggéey boobu. En attendant d'identifier les projets qu'on peut décélérer. Et à chaque fois qu'on aura des résultats, nous n'hésiterons pas à les internaliser dans le dispositif et à revenir ici. Donc apprécions ce que nous faisons, les efforts que nous faisons. Et puis de son côté, le député Thierno Alassane Sall estime lors de sa prise de parole que plus de 4 441 milliards sur les plus de 10 000 milliards du budget total seront engloutis par le remboursement de la dette, avertit le député Thierno Alassane Sall, qui selon lui soit près de 42% du budget. Le président du parti La République des Valeurs, Réum Ngor, de se demander s'il est dès lors juste de continuer à se gaver de fonds politiques évalués à près de 9 milliards de francs CFA pour la présidence, sans compter la primature et l'Assemblée nationale, de payer des salaires indécents à des directeurs généraux qui ont en plus l'autre cuidance de justifier leur traitement princier, se questionne le député Thierno Alassane Sall. Sud FM, l'info, c'est ici. J'ai obligé en titre démolition d'un bâtiment R+ au marché Ocas ce matin à Touba, un bâtiment qui menace ruine. Ceci suite à l'effondrement d'un immeuble noté à Touba. Le recasement des bâtiments délabrés et dont les constructions ne sont pas conformes se poursuit selon le préfet de Mbacké, Khadim Anne, que nous écoutons au micro de Toutissé. Où je viens de lancer les opérations de démolition d'un bâtiment R+10
2 qui était en état d'élabrement très avancé. Ce bâtiment dénommé bâtiment El Hadj Mbacké Kébé était occupé par des commerçants que nous avions sommé il y a de cela 4 jours de libérer donc le bâtiment parce que nous ne risquions pas de laisser ces commerçants sur place et de voir le bâtiment s'effondrer sur eux. Nous avons subi il y a de cela quelques semaines des effondrements de bâtiments au niveau de la commune de Touba Mosquée et je pense qu'il est temps quand même que ces drames s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle en tout cas, nous avons engagé ces opérations non seulement de recensement des bâtiments menaçant ruine, mais également de les démolir en rapport, bien entendu, avec donc, les propriétaires. D'ailleurs, même ce bâtiment a été détruit en rapport avec le propriétaire, El Hadj Ndiaye. Nous avons échangé depuis presque 72 heures avec lui sur les opérations de démolition et l'État n'a fait que l'accompagner. Donc nous avons accompagné le propriétaire qui s'était engagé donc, volontairement à démolir donc, le bâtiment. Et vraiment, nous voulons lui remercier par rapport à cet acte, par rapport à cet esprit de responsabilité et également engager toutes les populations, tous les citoyens qui sont propriétaires de bâtiments vétustes, de bâtiments menaçant ruine, à s'inspirer donc de cet exemple. Parce que lui, il a également vraiment, il a préféré détruire le bâtiment au lieu de le laisser s'effondrer sur des populations. Je pense que ça, c'est quand même un esprit citoyen, un esprit patriotique que nous saluons. Et nous invitons vraiment les populations à s'engager dans cette dynamique. Nous pouvons les accompagner dans cette lancée. Je pense qu'en tout cas, c'est l'appel que je lance à l'endroit de toutes les personnes qui habitent la commune de Touba Mosquée. C'était le préfet de Mbacké qui entame donc une opération de démolition de bâtiments qui menacent ruine ainsi que les constructions non conformes. Et puis le directeur général de l'ISRA, Moustapha Gueye, a effectué une visite au CNRA de Bambey. Selon lui, une production de plus de 204 tonnes de semences, toute spéculation confondue, a été atteinte par l'ISRA. Ces propos sont recueillis par Adam Ndiaye. Vous savez, l'ISRA est responsable de la production. L'ISRA est d'abord responsable du maintien des variétés que nous homologuons dans le pays, mais également la production de semences et notamment les niveaux de pré-base. Mais depuis, les autorités nous ont en tout cas assigné de nouveaux objectifs. Les autorités du tutelle nous ont demandé en fait d'intervenir sur tous les niveaux de semences. Alors pour réussir cette mission, il est important pour l'ISRA en tout cas de commencer à bien superviser les niveaux de pré-base. Et c'est la raison pour laquelle durant cette contre-saison, la contre-saison commence à partir du mois de janvier et se termine à peu près au mois de juin-juillet. Nous avons déjà fait une tournée de 3 jours dans la région de Saint-Louis qui nous a donné de très bons résultats. Et aujourd'hui et demain, nous sommes dans le bassin arachidier et présentement nous sommes dans la station de Bambey. Alors cette tournée est très importante parce que si nous ne connaissons pas les quantités qui sont attendues, il va être très difficile de commencer l'hivernage. Et comme vous le voyez, nous venons de commencer la récolte. On a déjà récolté le sorgho et aujourd'hui on a commencé la récolte de l'arachide. En tout cas, il est attendu dans le bassin arachidier une production à peu près de 30 tonnes de pré-base. Et sur ces 30 tonnes, l'arachide va occuper à peu près 16 tonnes. Pour le maïs, c'est 2 tonnes 500 et pour le mil, nous sommes à 7 tonnes. Vous voyez que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes très à l'aise, en tout cas sur les besoins que nous devrons satisfaire, ne serait-ce que pour la zone du bassin arachidier. Alors, l'objectif est déjà atteint. Ce qu'on a donné ici comme chiffre, ça c'est la contre-saison. Mais si on prend la campagne globale, ça prend en compte les productions durant l'hivernage et les productions durant la contre-saison. Donc globalement, nous sommes autour de à peu près 204 tonnes sur un objectif de 350 si nous avons reçu le financement intégral. Mais nous ne sommes pas encore... on va davantage renforcer les quantités avec la campagne qui va venir et nous comptons véritablement dans le cadre du programme, comme le directeur l'a dit, on a proposé à l'État un programme sur 10 ans où chaque année nous devons produire à peu près entre 300 et 350 tonnes de semences. Et puis je vous lisais en titre, après 2 semaines de grève, le porte-parole de l'entente Sud-Est et une TSG
tirent un bilan jugé positif de leur mouvement d'humeur. Maître Aya Boun Malick Diop d'indiquer que cette grève a créé un dysfonctionnement dans le secteur, dans le service public de la justice. L'entente prévient toutefois la posture de l'État risque de ne prolonger cette crise dans le secteur de la justice. Les travailleurs sont de plus en plus jamais déterminés à mener le combat, a averti Maître Aya Boun Malick Diop que nous écoutons. Il est joint au téléphone par Absa Elimanouane. La grève menée par l'entente Sud-Just UNTJ durant ces 2 semaines a eu un impact visible, réel sur la marche du service public de la justice. L'institution judiciaire est dans un dysfonctionnement catastrophique. Les travailleurs de la justice sont en train de mener une lutte légitime parce qu'il y a du sabotage à des niveaux insoupçonnés qui empêchent la matérialisation de réformes entreprises à leur faveur. Malheureusement, le gouvernement qui est là en face de nous a une posture qui risque de prolonger cette crise au sein de la justice parce que, d'après ce que nous avons entendu de la voix du ministre de la fonction publique, et l'absence de réaction nous fait penser qu'ils sont dans une logique de confrontation, qu'ils sont dans la stratégie du pourrissement. Donc, c'est ça que nous avons compris de par leur stratégie et cela ne présage pas une fin prochaine de ce mouvement, de cette crise. En tout cas, nous sommes plus que déterminés à mener notre combat pour le respect du droit et la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice. Parlons tout à fait de la santé avec la disponibilité des médicaments dans les pharmacies de structures sanitaires au centre hospitalier Abass Ndao. La pharmacie ne dispose pas fréquemment de certains médicaments. La plupart des patients ou accompagnants de malades se retrouvent dans les officines externes pour pouvoir acheter les médicaments qui coûtent un peu plus cher. Suivant le reportage réalisé par Josette Kelly. Hormis le sachet rempli de médicaments, ce vieux, avec une ordonnance en main, quitte le centre hospitalier Abass Ndao pour la pharmacie qui est à l'extérieur. Dans celle qui est à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments pour le traitement de son cancer de la prostate. Son médecin lui a parlé de rupture. Tous les médicaments qu'on me prescrit, je les achète dehors parce que la pharmacie n'en dispose pas. Mais si pourtant la pharmacie a des médicaments, mais pour mon cas, ils n'en ont pas. Pour les sondes, je les achète au niveau de la pharmacie interne, mais tout le reste, c'est dehors. Vers le centre Marc Sankhale, ce jeune accompagnant de malades diabétiques revient sur son périple juste pour trouver 3 médicaments de la pharmacie interne. Il va se retrouver à celle de l'extérieur. J'ai presque des médicaments. Après, j'ai eu à essayer dans un premier temps avec celui qui est juste en face. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas ces médicaments, il faut sortir. Et là, elle m'a demandé également de voir avec la dame qui est juste là. J'ai essayé. Il m'a confirmé également qu'ici, il n'y avait pas de médicaments. Et là, je suis sorti. Là, j'ai pu acheter les médicaments. C'est une situation qui est un peu embêtante. Toute cette situation entraîne parfois des incompréhensions entre les pharmaciens et les patients parce que ce ne sont pas tous les médicaments qui sont pris en charge dans l'IB. Abdoulaye Ndoye, major de la pharmacie du centre hospitalier Abass Ndao. On a seulement l'autorisation pour commercialiser des produits qui sont sur une liste arrêtée par le ministère de la Santé. Parfois, il arrive que le malade soit dans un besoin de produit qui n'est pas sur cette liste-là. C'est une spécialité pharmaceutique qu'il ne va jamais trouver dans une pharmacie IB. Dans ce cas-là, le malade doit malheureusement sortir pour acheter à l'officine et c'est plus cher. Et c'est vrai que les gens ne comprennent pas parfois. On essaie de leur expliquer. Il y en a qui comprennent, mais vous savez, les conditions sont un peu difficiles. Malgré tout, la pharmacie de l'hôpital est plus bénéfique pour les accompagnants et patients vu l'accessibilité et des médicaments à bon prix. Voilà pourquoi il plaide pour la disponibilité fréquente des médicaments. Ça aurait été beaucoup plus facile pour le patient d'avoir les médicaments ici à l'intérieur que de sortir, de marcher plusieurs kilomètres, d'acheter les médicaments et de revenir. Après une comparaison entre les prix des pharmacies qui sont ici à l'intérieur de l'hôpital, je vois qu'il y a une large différence par rapport aux pharmacies externes.
Et puis au centre hospitalier Abass Ndao, la pharmacie dispose de médicaments mais se inscrit sur la liste de l'initiation de Bamako. Les médicaments pour les urgences ne manquent pas, même si ceux pour les anesthésies font parfois défaut. Des ruptures dues à un manque de niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Abdoulaye Ndoye, major de la pharmacie du centre hospitalier Abass Ndao, s'explique au micro de Jejet Kali. Nous pouvons dire que nous avons actuellement une couverture assez suffisante des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, les services sont en train de fonctionner correctement. Il n'y a pas d'alerte aujourd'hui qui est inquiétante, qui aujourd'hui nous pouvons dire que vraiment on a un bon fonctionnement par rapport à la disponibilité des médicaments. Oui, vous savez que nous sommes dans un établissement de niveau 3. Et puis nous, on fonctionne pratiquement en cas d'urgence. Nous sommes toujours sur les urgences. Donc la disponibilité des produits d'urgence, ça c'est une obligation pratiquement, sinon on ne va pas travailler. Nous pouvons dire que par rapport à la disponibilité des produits d'urgence, là c'est un fait. Même si parfois il y a des difficultés d'approvisionnement, ça c'est la réalité aussi. Mais nous pouvons généralement et de manière très vraiment assez objective dire que il y a des produits d'urgence qui sont disponibles. Parce que les gens sont en train d'opérer. Même si aujourd'hui on n'a pas une satisfaction à 100%, mais quand même c'est un fait. Les gens travaillent. Bon, le plus souvent, vous savez, nous on a des produits que nous prenons à partir de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Maintenant, à ce niveau-là, il y en a qui sont pris pour le fonctionnement du service et il y en a qui sont pris pour la vente à la pharmacie IB. Au niveau de la pharmacie IB, il n'y a pas de souci. Généralement, la PNA approvisionne et le problème majeur c'est au niveau des ruptures. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des produits qui sont un peu spécifiques dans certaines pathologies. Par exemple, les produits anesthésiques, surtout pour la rupture de certains produits anesthésiques, ça pose problème. Ce sont des produits qui entrent dans le fonctionnement de l'hôpital. Et on note souvent qu'il y a des ruptures au niveau de la PNA. C'est un fait. Qui affecte l'hôpital ou bien qui peut entraîner cette rupture-là des dysfonctionnements dans la prise en charge. Mais on a une alternative aussi par rapport à cette disponibilité des produits-là parce que parallèlement, on va essayer de chercher sur le marché par un appel d'offres qu'on a lancé pour éventuellement, si la PNA n'a pas les produits, là on peut faire recours à ce fournisseur-là pour qu'il puisse nous approvisionner. Justement, ces ruptures régulières de produits plombent les missions de la pharmacie IB de l'hôpital de Ourossogui. Les accompagnants sont obligés de louer des taxis moto Jakarta pour faire le tour de la ville, un déplacement coûteux et périlleux, suivant les précisions de Abdourahmane Dieng. Demba a parcouru 190 km pour amener son parent souffrant de la prostate à l'hôpital de Ourossogui. Malgré toute cette longue distance, il a dû aller jusqu'à Matam pour trouver les médicaments. À la pharmacie IB de l'hôpital de Ourossogui, le produit est introuvable. Et dans les pharmacies de l'initiative de Bamako, les produits sont 2 ou 3 fois moins chers que dans les officines. Malheureusement, les médicaments sont souvent en rupture. Fangay doit faire le tour de Ourossogui et c'est très fastidieux. Et c'est très fatigant de quitter l'hôpital pour aller trouver une pharmacie. Il faudra louer une moto et c'est extrêmement fatigant, vraiment. Pour trouver les médicaments en urgence, il faut louer une moto et c'est coûteux pour les petites bourses. So min gari min cooda ɓuri kay ko min jaha min cooda bangeji goɗɗi kadi ko ma luwa par ce que hokere ordonnance wiye ko irsa ya heño joni joni wonta kadi sa gara e pharmacie ɗo a dañani duttoɗa kadi paya bedda ma luwa jagarta jahol ko gartol fof ko caɓanɗe 6 hawra min daña ɗo hay ɓurani min garda koyɗe ma daña ɗo ɓuranma hande ka miskinal. Il faut rappeler que l'initiative de Bamako a été lancée en 1990 pour relancer les soins de santé primaires à travers une accessibilité financière et géographique des médicaments essentiels. Matam, Abdourahmane Dieng pour Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. 18h21, l'invité du jour, il s'agit de Dr Mohamed Saloum Fall, coordinateur des services régionaux au niveau de la CNPNA. Il est invité par
Mam Diara Da Silva. Je m'appelle Dr Mohamed Saloum Fall, je suis le coordinateur des services régionaux au niveau de la CNPNA à la direction distribution commerciale marketing. Alors docteur, nous allons parler de la pharmacie IB. Ce sont des pharmacies que l'on retrouve en général dans les postes et centres de santé et parfois même dans des établissements publics de santé. C'est quoi la mission de la pharmacie IB? Bon, la mission qui a été définie par rapport à la pharmacie référencée Initiative Bamako, c'était un peu pour soutenir l'institut sanitaire. Comme vous le savez, il fallait le soutenir pour le réapprovisionnement en médicaments, mais aussi participer au coût de fonctionnement. Et c'est à ce niveau qu'on a pris l'initiative de Bamako en 1987 à Bamako, et c'est pour accompagner et soutenir les soins de santé primaire. Est-ce que la pharmacie IB remplit toujours sa mission comme il le faut? Oui, la pharmacie IB remplit tout le temps sa mission parce que vous le savez, ça permet de créer des ressources pour l'institut sanitaire et ça permet également de participer aux dépenses de la santé. Cependant, quelque quoi peut arriver. Comme vous le savez, c'est pourquoi l'État derrière soutient avec les fonds de développement des collectivités territoriales pour vraiment accompagner l'institut sanitaire. Alors, quel genre de médicaments est-ce qu'on retrouve au niveau de la pharmacie IB? Au niveau de la pharmacie IB, nous retrouvons les médicaments essentiels, c'est-à-dire 20% des médicaments qui soignent 80% des pathologies. Comme vous le savez, l'OMS a dégagé la liste des médicaments essentiels et chaque pays, suivant ses contextes, au niveau du Sénégal, c'est l'agence de régulation pharmaceutique qui convoque souvent l'ensemble des sommités, les prestataires, les cliniciens, les chaires, les universitaires, les pharmaciens, pour vraiment faire la mise à jour de cette liste-là pour le Sénégal. Et dans cette semaine-ci, il y avait une révision qui s'était tenue au niveau de l'INDSS sous le lead de l'agence de régulation pharmaceutique. Est-ce que cette pharmacie IB est bien approvisionnée? Oui, comme vous le savez, l'approvisionnement en médicaments pose souvent problème parce que les médicaments ne sont pas produits au Sénégal. Le Sénégal a eu à connaître diverses industries pharmaceutiques qui, au fil du temps, ont fermé les portes. Je peux donner comme Cipoa, il y a Sanofi, il y a Pfizer récemment et actuellement récemment Médis. Et vous le savez, récemment, on a parlé des problèmes de Médis. Mais les Sénégalais également sont à l'initiative, telle que Teranga Pharma. Je pense qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place pour accompagner ceci. Et l'État a défini actuellement une stratégie de souveraineté pharmaceutique qui doit soutenir cette initiative de Bamako en essayant de tout faire pour que d'ici 2030, qu'on puisse produire 30% de nos besoins au niveau du pays. Et cela va booster la disponibilité, mais aussi renforcer la pharmacie initiative de Bamako, définir des médicaments accessibles financièrement et à moindre coût, et développer l'industrie pharmaceutique locale. Donc, toutes ces initiatives peuvent vous éviter les ruptures qui sont très récurrentes. Oui, vous savez, le Sénégal, via la CNPNA, a développé des stratégies pour vraiment tout ce qui est gros financier soit enlevé. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place des stratégies de distribution au niveau des hôpitaux, des EPS, qu'on appelle dépôt-vente avec reversement de marge. Ceci consiste à mettre les produits au niveau des hôpitaux et à ne facturer que ce qui est consommé à la fin de chaque mois. Ça a permis aux hôpitaux vraiment de renforcer la disponibilité et derrière d'avoir de la trésorerie pour assurer les autres dépenses. Au niveau des districts sanitaires, nous avons mis ce qu'on appelle le Djadjessina. C'est un terme wolof qui dit « je me suis rapproché ». Également, dans le même sillage, on produit sans bourse déliée au niveau des dépôts districts qui le vend au centre de santé et au poste de santé qui, après avoir vendu, nous ne facturons que ce qui a été consommé et nous prélevons 15% des bénéfices pour soutenir la chaîne. L'État participe à cette chaîne également pour permettre qu'on puisse vraiment mutualiser les efforts. Les programmes de santé également y participent parce qu'eux également, ils veulent qu'on mette les produits au niveau des points de prestation de soins. Et ça a permis vraiment de réduire drastiquement les ruptures que nous avons constatées. Deuxièmement, nous avons eu à développer une stratégie appelée Yekshina qui concerne uniquement les points de prestation. Ça avait débuté avec le projet pilote Push Model et Optimize au niveau de Saint-Louis. On avait adopté le schéma partenariat public-privé, c'est-à-dire que sur la chaîne, les privés vont assurer la livraison des postes et des centres de santé. Ce projet a été déroulé et on a eu des couacs et en juin 2019, on a eu l'arrêt de ce projet. Ce projet avait permis vraiment, du point de vue de la disponibilité, de renforcer la disponibilité à plus de 90% et de réduire drastiquement les périmètres. Ce projet a été un peu impacté par les politiques de gratuité, le remboursement de la CMI qui avait tardé et qui avait posé des problèmes, mais également, derrière, les acteurs du privé, vraiment, qui, avec les mots d'ordre des dimosumeurs et la non-implication des comités de développement sanitaire. Et ce qui a abouti à son arrêt, et après, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place une évaluation
pour un pouvoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et au décours, avec l'appui de ces partenaires financiers tels que ARC, on a vraiment abouti à dire que c'est la meilleure des stratégies et qu'en prenant en compte ce que les acteurs ont pris comme déterminant, il faudrait relancer un YECSINA. Et dans ce cadre-là, on a fait des ateliers au niveau de Thiès, mais également au niveau central, pour définir ce qu'on appelle le YECSINA révisé, qui va permettre, lorsqu'on va le dérouler, de vraiment garantir une pleine disponibilité au niveau des points de prestation. Et actuellement, je peux vous rassurer que le résistant qui est ici au niveau de Dakar déroule le YECSINA. Et je pense que c'est à partir de cette expérience-là que le district a partagé avec la CNPNA, la Direction régionale de santé de Dakar, et que les autres vont s'inspirer pour vraiment mettre en œuvre cette stratégie qui sera bénéfique pour les populations et va assurer une disponibilité des médicaments au niveau des populations. Donc il y a de belles perspectives en vue. Oui, ça, rassurez-vous. Et je pense qu'au niveau de la CNPNA, la Direction générale actuellement a pris comme initiative 0 prescription en dehors des sites sanitaires. C'est-à-dire, nous avons fait des ateliers de quantification au niveau de l'ensemble des DRS, des 4 DRS du Sénégal. Et nous allons tout faire pour que ces besoins des DRS soient pris en compte. Et on a fait un atelier national de quantification. Actuellement, on a estimé la valeur des produits dont l'ensemble des DRS ont besoin à hauteur de 69 à 70 milliards. Et la Direction générale est en train de mener une politique pour rendre disponibles ces produits-là. Et comme vous le savez actuellement, si vous entrez dans le système, on a suffisamment de stock parce que nos capacités sont extrêmement faibles et la Direction générale l'ayant bien analysé, la Direction générale a fait une tournée, demandé une assiette foncière au niveau des gouverneurs pour vraiment combler ce gap-là. Mais actuellement, on a loué des magasins pour vraiment essayer de mettre tout ce stock-là à l'abri pour vraiment répondre au rendez-vous par rapport à la disponibilité des médicaments. Merci beaucoup, docteur Mohamed Saloum Fall. Merci, Mandiara. Je suis le coordinateur des services régionaux au niveau de la CNPNA, Direction commerciale, marketing et distribution. Je vous remercie. Malamine Mané. 18h28 minutes, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative 2025 avec 130 milliards de recettes en moins. Les projections sont revues à la baisse. Le ministre des Finances et du Budget estime que cette LFR vise à instaurer la transparence et la sincérité budgétaire et s'explique sur la baisse des investissements. De son côté, le député Thierno Alassane Sall pointe du doigt la forte somme destinée au remboursement de la dette évaluée à 42% du budget national à Touba. Après l'effondrement d'un bâtiment la semaine dernière, les autorités entament une opération de démolition des bâtiments qui menacent ruine ainsi que les constructions non conformes à la législation. Sudjus et UNTJ tirent un bilan jugé satisfaisant après 2 semaines de grève pour le porte-parole Maître Aya Bounmalik Diop d'alerter sur la posture de l'État qui, selon lui, risque de prolonger la grève dans le secteur de la justice. Ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information en français à partir de 22h. Mais bien avant cela, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.